Depuis la nuit des temps, les hommes ont tâché de dompter une incertitude angoissante, celle d'être jetés dans la misère par un malheur brusque ou par une déchéance physique progressive. L'accident, la maladie, la perte du travail, la vieillesse, la mort du soutien de famille. Montesquieu le dit, la liberté n'est pas autre chose que la sécurité de chaque citoyen et la conscience qu'il en a. La Révolution française, au temps de la Convention, a cristallisé les doctrines généreuses qui avaient été élaborées au temps des Lumières, en proclamant le devoir de la collectivité de secourir la misère et surtout de la prévenir. Dans son article 21, la Déclaration des droits de l'homme de 1793 déclare « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. » Ce texte, même s'il n'a jamais été vraiment appliqué, définit bien le projet qu'il revient à la République d'accomplir en matière de protection sociale. Jusque-là, les pauvres et les exclus avaient recours à la charité, prônée et pratiquée par le christianisme. La Révolution, pour sa part, veut remplacer la charité par la fraternité. Dans la pratique, l'esprit de fraternité a dû affronter un puissant mouvement qui travaillait en sens inverse, celui des révolutions industrielles qui, portées par le progrès scientifique et technique du XVIIIe au XXe siècle, ont transformé de fond en comble le monde occidental. Les enfants des paysans d'autrefois sont coupés de leur environnement séculaire pour être jetés dans un monde brutal, impitoyable, aggloméré et précipité. Le prolétariat urbain juxtapose ainsi des individus livrés au hasard des accidents et des maladies ou encore à la décision arbitraire d'un employeur. De fait, l'idée que l'État puisse protéger les travailleurs contre les brutalités du marché ne progresse que très lentement. Un décret de janvier 1813 avait interdit d'employer dans les mines les enfants de moins de 10 ans. Une loi de mars 1841 concerne leur travail dans les manufactures, usines et ateliers et elle dispose: Les enfants pour être admis devront avoir au moins 8 ans. De 8 à 12 ans, ils ne pourront être employés plus de 8 heures sur 24. De 12 à 16 ans, ils ne pourront être employés plus de 12 heures sur 24. Cette loi fut peu appliquée. En chacune de ces occurrences, les organisations patronales s'écrièrent qu'on allait les ruiner au profit de la concurrence étrangère. Dans ces conditions, le malheur profond ne peut être soulagé que par la charité individuelle. Celle-ci s'enracine dans toute la tradition chrétienne et elle s'incarne dans la pratique bourgeoise des bonnes œuvres fondée sur le libre arbitre de celui qui donne et la situation dominée de celui qui reçoit. À gauche, on y voit une manière de perpétuer en bonne conscience une hiérarchie sociale contraire aux principes de la République. Georges Clemenceau, médecin des pauvres à Montmartre dans les années 1870,
député de l'extrême gauche radicale, écrit « Quand on donne aux pauvres, c'est de loin, au hasard, et ce qui est pire, en mettant la main sur eux, en les enrégimentant, en les asservissant à l'Église. Ce vice rédhibitoire est sans remède. La raison en est que la charité est instituée au profit de celui qui donne, bien plus que de celui qui reçoit. Il est méritoire de donner, non de recevoir. Voulez-vous gagner le ciel? Donnez, dit le confesseur. Une soupe pour le loqueteux, le paradis pour le donateur. C'est comme ici-bas, pas assez pour l'un, trop pour l'autre. » Le regard de la gauche est le même sur le paternalisme industriel que les patrons des principaux conglomérats développent dans la seconde moitié du XIXe siècle. Exemple emblématique, la sidérurgie des Schneider au Creusot ou des Wendel en Lorraine. Les ouvriers et les employés y sont encadrés de la naissance à la mort, mieux payés qu'ailleurs, protégés contre beaucoup d'aléas, assurés que leurs enfants seront à leur tour embauchés en priorité. Moi, je crois, si vous voulez, que la société française a été extrêmement longtemps et est encore aujourd'hui inspirée par le modèle agricole. C'est-à-dire, en fait, le modèle latifondaire. Le propriétaire est au fond responsable de ceux qui, sur le territoire, contribuent à organiser la vie économique. Et donc, le modèle agricole, tout à fait clair, fermier, métayer ou exploitation directe, le propriétaire est chargé de faire en sorte que ça tourne. Il se préoccupe en effet des conditions sociales, parce que les gens qui sont là, comme on disait autrefois, ce sont mes gens. C'est vrai que le système de sécurité sociale puise ses racines dans le fait que les entrepreneurs avaient besoin de main-d'œuvre qui se reproduisent, qui soient en bonne santé et qui ne les emmerdent pas au moment où la vieillesse arrive. Il s'agissait de fixer de la main-d'œuvre, de la former, de la fidéliser. Et donc, on a pris les initiatives sociales de façon à ce que les salariés se trouvent dans l'entreprise dans une situation, je dirais, de relatif confort, de relative protection, les premiers systèmes de retraite, les systèmes de formation, les premiers systèmes d'assurance maladie par la mise à disposition d'ensembles hospitaliers et autres. Tout ceci s'est fait dans le patronat avancé, du Nord d'ailleurs et de l'Est de la France, sur la fin du 19e, et s'est développé beaucoup au XXe siècle. Au Creusot, les Schneider ont ainsi créé un hôpital pour leurs ouvriers, une pharmacie qui les fournit en médicaments, des logements qui leur sont octroyés et qu'ils pourront conserver même lorsqu'ils seront vieux. La ville entière est ainsi dédiée totalement à la sidérurgie. Pourtant, la contrepartie est lourde, un état de soumission professionnelle et psychologique que beaucoup éprouvent comme dégradant. Par exemple, les ouvrières sont licenciées 6 mois après leur mariage au motif qu'elles doivent attendre un enfant et se préparer à s'occuper à plein temps de leur progéniture. Dès lors que le patron prenait en charge, au-delà simplement de l'organisation du travail et du salaire, prenait en charge globalement la vie des ouvriers, eh bien la dépendance des salariés vis-à-vis des employeurs était quasi totale. C'était toute la vie qui était réglée. Je me souviens des images de mon enfance où le logement, il appartenait au patron. Une partie de l'assurance maladie, effectivement, appartenait aussi au patron. L'église appartenait au patron. C'est-à-dire que... Et l'école, le patron investissait. Donc, la dépendance du salarié, s'il sortait de ce système-là, c'était sortir d'un système social totalement. La réaction, ça a été l'organisation de mutuelles ouvrières contrôlées par les salariés eux-mêmes, qui étaient des formes de solidarité, à la fois des formes d'organisation de contestation et des formes de solidarité interne. Ça s'est développé à partir des années 1830. Il y a eu un mouvement spécifique qui revendiquait l'autonomie ouvrière, avec l'idée que la classe ouvrière n'était représentée par personne, qu'elle ne pouvait être représentée que par ses propres membres.
Le paternalisme patronal d'un côté, le mutualisme ouvrier de l'autre, constituent les premières formes de protection sociale en cette fin du XIXe siècle. Elles ne concernent pourtant qu'une minorité de travailleurs, ceux qui appartiennent aux grandes industries. Quant aux autres, la majorité, rien n'est prévu pour eux. Dans le monde du bâtiment, par exemple, l'ambiance est très rude et il n'y a pas de sécurité organisée. La seule protection obligatoire imposée par la République se fait notamment à travers la loi de 1898 sur les accidents du travail. Avant 1898, il fallait, pour que le salarié qui est victime d'un accident puisse bénéficier d'une réparation, d'une indemnisation, qu'il démontre la faute de l'employeur. Même si dans la jurisprudence on avait parfois essayé d'aménager ce principe, il fallait démontrer la faute, c'est le principe de base du droit civil. En 1898, on ferait une vraie rupture parce qu'on dit que dès lors qu'il y a un accident qui survient du fait ou à l'occasion du travail, il a vocation à être indemnisé, sans que le salarié ait à démontrer la faute. Donc c'est une loi qui apaise qui résout un vrai problème social très important, puisque dès lors que dans une famille ouvrière il y avait un accident du travail, la famille était réduite, c'est clair, à la misère. Et puis c'est une loi qui essaie de faire un compromis entre les intérêts. Il faut que l'industrie se développe. L'industrie produit des accidents, et donc on indemnise sur la base du risque. C'est l'employeur qui indemnise et qui, pour cela, s'assure. Et c'est effectivement aussi la naissance des assurances et des techniques assurantielles qui permet la création de ce droit, de cette loi. Et c'est pour ça que les notions de sécurité sociale et d'assurance sont techniquement très, très liées. La France est alors en grand retard sur son voisin, son vainqueur de 1871, l'Allemagne. Dès les années 1880, en effet, le chancelier Bismarck a promu 3 lois fondamentales sur l'assurance maladie, les accidents du travail et enfin l'assurance invalidité et vieillesse. Nouveauté essentielle et de grand avenir, l'assurance est obligatoire, tandis que les travailleurs et les employeurs en sont les gestionnaires, sous la protection et avec l'encouragement de l'État. Bismarck a été beaucoup en avance sur la France et sur tous les autres pays. C'était en effet un conservateur, mais un conservateur éclairé, qui se rendait compte que si on voulait développer en Allemagne le capitalisme avec une certaine paix sociale, il fallait donner aux classes ouvrières des moyens de vivre et surtout une sécurité. Et c'est pourquoi, dès les années 1880, il a instauré une sécurité sociale que d'ailleurs nous avons retrouvée lorsque l'Alsace et la Lorraine est redevenue française. Et on s'est bien gardé de la changer. En France, il faut attendre l'entre-deux-guerres pour que l'État avance sur la question sociale. 2 lois de 1928 et 1930 instituent enfin un régime d'assurance sociale obligatoire. Avec 3 limites pourtant. D'abord, ne sont concernés que les travailleurs dont le salaire est inférieur à un certain chiffre. D'autre part, le système ne touche que le salariat, c'est-à-dire une partie seulement de la population. Enfin, le financement de ces lois est fondé sur la capitalisation des cotisations et non pas sur la répartition. Il y a 2 systèmes de retraite possibles. Le système par répartition, où les cotisations d'aujourd'hui servent à payer les retraites d'aujourd'hui, et la capitalisation, où on demande des cotisations, on les fait fructifier sous forme d'épargne, et puis on bénéficie de cette épargne lorsque on accède à l'âge de la retraite. Fondamentalement, par la répartition, la question de l'équilibre entre les générations devient une question politique. C'est à la limite la collectivité qui décide quel effort les actifs vont consentir à un moment donné pour les retraités. C'est donc faire de cette question, la relation entre les actifs et les retraités, une question éminemment politique. À travers la capitalisation, c'est une autre manière de poser le problème, beaucoup moins politique, puisque c'est l'épargne de chaque génération qui va assurer sa retraite. Mais l'épargne constituée à la fin des années 20 part en fumée avec la grande crise de 1929, qui plonge une partie des travailleurs dans le chômage. Or, cette éventualité n'a pas été envisagée par les lois de 1928 et 1930. Il n'y a pas d'assurance chômage.
Front populaire de 1936 n'inscrit pas cette préoccupation dans son programme. Il préfère jouer de la hausse des salaires, toute fragile qu'elle soit, et améliorer le sort du prolétariat dans son ensemble avec les congés payés et les conventions collectives. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le système de protection sociale conserve ainsi de graves lacunes. Les prestations sont insuffisantes, leur développement anarchique. Une partie seulement de la population est concernée. Les dépenses de sécurité sociale ne représentent encore que 1% du produit intérieur brut. En 1941, il y a une déclaration commune de Roosevelt et de Churchill qui se donne comme objectif d'après-guerre de créer des systèmes de sécurité sociale. Donc c'est le programme de la résistance, mais c'est pas la résistance isolée. C'est vraiment un mouvement général chez les Alliés et dans les grandes démocraties américaines et anglaises de l'époque. Il y avait eu la prise de conscience que les problèmes sociaux en Allemagne avaient été à l'origine du désastre que les démocraties étaient en train de vivre. En gros, l'idée de la sécurité sociale, c'est aussi pour éviter la guerre. Un ministre travailliste de Churchill, Beveridge, rédige un rapport célèbre qui pose le principe de l'extension de la protection sociale à l'ensemble de la population britannique et à tous les risques majeurs. The report proposes, first, an all-in scheme of social insurance, providing for all citizens and their families all the cash benefits needed for security. The report proposes, second, a scheme of children's allowances to be paid both when the responsible parent is earning and when he is not earning. The report proposes, third, an all-in scheme of medical treatment of all kinds for all citizens. Ces thèses sont reprises en France par le Comité national de la résistance qui prévoit en mars 1944 un plan complet de sécurité sociale. Il se propose de garantir à toutes les couches de la population des revenus suffisants pour assurer leur subsistance individuelle et familiale en toutes circonstances. Pour la première fois est affirmée sans ambages une doctrine non seulement sociale mais politique. Il ne suffit plus de se borner à protéger contre le malheur, il faut procéder à une redistribution massive des richesses et réduire de la sorte les inégalités. Le préambule de la Constitution de 1946 dispose « Tout être humain a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens corrects d'existence ».